et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous nous étendrons sur The Game de Barbarians of Lemuria. Donc Barbarians of Lemuria, c'est un jeu qui est une traduction d'un jeu anglais, mais alors là pour le coup, je pense qu'on peut vraiment parler de traduction modifiée, améliorée, étendue. Bref, ça n'a plus grand chose à voir avec le jeu original. Le système est celui de Barbarians, mais le jeu dispose d'une gamme faite par des auteurs talentueux français et un dessinateur d'exception, ce qui en fait certainement pour moi l'une des meilleures gammes françaises actuellement sur le marché. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume. Bah si. C'est top, hein. Oui. Ouais, voilà. Bon, bah voilà, c'est top. Achetez-le. Ciao. Voilà. Non, c'est vraiment top. Pour moi, c'est le meilleur jeu de Sword and Sorcery qui existe sur le marché. Toutes langues confondues. Et moi, je suis un gros fan de Sword and Sorcery. J'ai toutes les itérations de jeux de Conan qui puissent exister, dans la dernière version, la 2D20 de Modiphius. Et lorsque je veux jouer dans le monde de Conan en Liboré, eh ben, c'est Barbarians of Lemuria pour moi. Parce que son système de jeu va vraiment capturer l'essence même de la Sword and Sorcery. Donc, qu'est-ce que c'est la Sword and Sorcery, me demandes-tu, spectateur? Bon, tu le sais, mais je vais quand même le dire, histoire de briller un peu. Donc, la Sword and Sorcery est un style de littérature dont on attribue la paternité à Robert Howard avec Conan, mais qui viendra après avec toute une foultitude d'auteurs, dont certains des plus importants, il y a Fritz Leiber avec Lankhmar, Fafard et le souricier gris. Oui. Qui sont des aventures où les héros jouent dans des tons de gris plus que dans le noir et blanc. Voilà, Conan est tantôt un brigand, tantôt un roi, tantôt un voleur, et on ne sait même pas dans quel ordre. Et Fritz Leiber dépeint Lankhmar comme une cité passablement corrompue, avec des personnages qui le sont tout autant. Et donc c'est l'essence même de la Sword and Sorcery, c'est l'homme face aux éléments, et l'homme qui essaie de bâtir sa réussite personnel, non pas pour sauver le monde ou pour une quelconque moralité, mais simplement pour tirer son épingle du jeu d'un monde extraordinairement hostile. Oui, c'est ça. Pour la gloire et la fortune. Exactement. Et le jeu va vraiment jouer sur cela, c'est-à-dire que les scénarios vont toujours donner des accroches aux personnages pour que ça soit finalement de manière un peu égoïste qu'ils vont poursuivre l'aventure, même si, in fine, ça va faire le bien. Mais on va toujours penser, ok, bon, je vais sauver votre village, vous me donnez combien, quoi. C'est vraiment ça, la Sword and Sorcery. C'est pas du tout le Seigneur des Anneaux, et c'est ce qui fait son charme. Et le jeu est extraordinairement réussi. La gamme est vraiment pas énorme, puisque vous avez tout ce qui existe là devant vos yeux en français. À savoir donc que le livre de base est une traduction, tandis que tous les suppléments sont de la création française et ses illustrations. Alors pour ceux qui ont pu toucher... Oui. Pareil, sur le livre de base, c'est de la traduction, mais toutes les illustrations ont été refaites. Ah oui, c'est ça. En fait, ceux qui ont vu la version anglaise ne reconnaîtraient même pas le même jeu, quoi. On récupère le nom, on récupère le système, mais même dans la traduction, le jeu, je trouve, gagne une sorte de tenue littéraire qui est vraiment chouette. On va peut-être commencer par parler du système, Guillaume. Oui. Donc, ouvrons. La feuille de personnage est extrêmement simple, puisque elle se présente sous cette forme. Donc on voit qu'il y a assez peu d'informations. C'est un système extrêmement simple à prendre en main et qui est très plaisant pour le maître de jeu. Les personnages sont définis par 4 attributs: la vigueur, l'agilité, l'esprit et l'aura, par un certain nombre de compétences de combat et surtout des carrières. Et c'est ça qui fait tout le charme du jeu. En gros, quand vous allez devoir tester une action, en règle générale, la plupart du temps, vous lancez 2 dés, vous rajoutez la caractéristique appropriée et vous devez faire un 9 ou plus. Voilà, tout simplement. 9, c'est le chiffre magique. Il faut toujours faire 9. Après, le reste, il va y avoir des modificateurs selon la difficulté. Si vous attaquez un gars, vous allez devoir déduire sa défense, mais vous ajouterez votre mêlée, ainsi que votre agilité ou la vigueur, selon le cas. Et les carrières, c'est les métiers. Alors, à nouveau, et là, on retrouve l'essence de la Sword and Sorcery. Comme je l'ai dit, Conan, il a fait 10 milliards de trucs avant de faire des aventures. Il a été marin, il a été explorateur, barbare, brigand, etc. Et ben ça va se retrouver sous forme de carrière. Les trucs que vous avez fait. Ouais, moi, j'ai été gladiateur pendant quelques mois, puis j'ai servi sur un bateau où j'étais vigie. Et tout ça devient des carrières qui ont des valeurs.
Donc il n'y a pas de système de compétences. Non. Simplement, à un certain moment, vous allez dire au maître de jeu, bah voilà, essaie de grimper sur ce mur. Ah ouais, mais moi j'ai été cambrioleur, j'ai dit, à Satrala, donc bah, je peux rajouter mon bonus. Oui, vas-y. Et donc là, agitez et vous rajoutez le niveau de carrière qui va de 0. Alors là, vous n'avez pas de bonus, mais vous savez faire les trucs. Genre, vous savez faire un nœud marin si vous avez été marin de niveau 0, jusqu'à 2, 3, 4, ça dépend les cas. Et c'est hyper intuitif. Ouais, ça ajoute la simplicité. Du coup, la création de personnages est hyper rapide. Parce qu'en un texte, on voit la carrière. En gros, rien que le nom de la carrière, on sait plus ou moins ce que ça fait. Il y a peut-être des petites subtilités quand tu veux jouer un sorcier. Oui. Mais sinon, la création de perso est hyper simple. Et du coup, ça rend la création... Les carrières font que quand même, tu arrives à faire des personnages qui sont un peu typés, et typés de la façon que tu as envie qu'ils soient. Et puis, je trouve que ça met aussi dans la balance la créativité du joueur, et ça le force à réfléchir à son perso. Oui. Ok, alors à un moment, il y a des carrières, j'étais serviteur, j'étais esclave. Ok, mais qu'est-ce que ça apprend à faire un esclave ? Ah bah oui, mais un esclave, par exemple, globalement, c'est le mec qu'on oublie. Donc on peut imaginer qu'il a son bonus pour passer inaperçu dans la foule. Parce que son truc, baisser la tête et regarder au sol, c'est un truc qu'il a fait pendant des années. Hein, donc, malheureusement, on va dire. Mais, ok, on force à réfléchir, à savoir qu'est-ce que son perso a fait auparavant. Et finalement, on crée son histoire comme ça. Et ça, c'est vraiment l'une des super forces de ce jeu. C'est ça, votre personnage aura des avantages, des désavantages et des défauts qui viennent souvent de sa culture et éventuellement de ses métiers passés. Donc ça va le typer un petit peu plus. Mais globalement, effectivement, comme tu disais, Guillaume, perso, en un quart d'heure, c'est créé. Ah oui. Voilà. Et donc, voilà très rapidement un aperçu. Les persos ont des points d'héroïsme, parce que c'est quand même hyper important, et ça permet de faire des trucs what the fuck super chouettes, des points de foi pour ceux qui ont une croyance divine, et éventuellement des points de sorcellerie pour les fous qui ont décidé de pratiquer la sorcellerie, parce que comme dans tout le monde de Sword and Sorcery, la sorcellerie, ça pue vraiment, ça corrompt, ça rend dingue, et ça fait peur aux barbares. Oui. Donc voilà. Et le jeu respecte ça, il n'y aura pas de liste de sorts, il y aura des sorts de rangs. Voilà, c'est ça. Il y a quelques exemples pour te guider. C'est ça. Alors moi, j'ai joué la campagne dont on parlera après, mais du coup, j'ai joué un sorcier, parce que sinon, c'est pas drôle de faire trop simple. Et du coup, il y a une liste d'exemples qui peut servir quand t'as pas trop d'idées ou quoi que ce soit, mais c'est assez libre, en fait. T'as certains critères à respecter. Tout à fait. Mais ensuite, vas-y comme tu veux, quoi. Voilà. Ça marche par cercle. Une fois que tu as décidé, le MJ dira que ça appartient à tel cercle de sorcellerie, et souvent, ça... Bon, c'est de plus en plus puissant, mais ça pue de plus en plus pour toi aussi. Oui, c'est voilà. Jamais très très bon. Et c'est souvent des magies liées à la démonologie. On n'a pas le gentil druide qui se transforme en Iboursan. Ça n'existe pas. On est vraiment dans des trucs un peu sordides, en fait. Ouais. Mais ça fait partie du plaisir, et c'est pour ça que la magie fait peur. Donc voilà, en gros. Le livre est étonnamment complet, je trouve. On retrouve les illustrations d'Emmanuel Roudier, talentueux dessinateur, qui a réalisé toutes les illustrations. Et c'est hyper chouette parce que ça donne un ton vraiment au bouquin. En plus, il a l'intelligence de proposer une Sword and Sorcery qui n'est pas celle des images d'Épinal, des mecs bodybuildés, parce que souvent, effectivement, on dépeint Conan comme un mec bodybuildé, alors que Howard l'a jamais décrit comme tel. Il est félin, il est puissant, mais l'image de Schwarzenegger reste un peu dans les esprits, mais c'est pas que ça, quoi. Et donc, on a ces animaux un peu étranges avec ces nomades du désert, des illustrations absolument somptueuses, là. Ça, c'est un mec qui a mal fini parce qu'il a voulu faire de la sorcellerie, j'imagine. Bref, donc c'est abondamment illustré. Je trouve que le noir et blanc s'y est parfait. Là, on a le côté bikini d'armure qui a une sorte de clin d'œil que j'adore. Moi, je suis hyper fan. Merci, monsieur Roudier, pour cela. Tout est expliqué. Le jeu est extrêmement complet, mais déjà, avec le bouquin de base, on va pouvoir jouer. Parce qu'il y a tout l'univers qui est décrit, les différents pays. Là, les bateaux, moi, j'adore ça, parce que on retrouve un peu l'Antiquité, la fin de l'Antiquité, dans ces navires volants aussi, ça c'est super chouette, c'est une spécificité du monde. Et donc on va jouer en Lémurie, qui est
on va dire, hein, très très inspiré justement par les codes de la Sword and Sorcery. On a au nord le Khanat avec les grands nomades des steppes, un peu de style mongol. On va toujours, de toute façon, pouvoir se raccrocher à des cultures, comme dans le monde de Ward, c'est toujours des cultures historiques qui sont un peu tordues. Et ça, c'est hyper chouette parce que, bah ouais, enfin, on va pas inventer la roue, quoi. Donc là, bon, ok, les Khanats, les gars, c'est une immense steppe ou des grandes tribus mongoles. Ok, moi j'ai compris, quoi, tu vois. Ou les villes, elles, c'est des villes un peu de Chine antique, quoi. Donc on va retrouver tout ça. Il y a les Romains, il y a les Grecs, il y a les peuples du Moyen-Orient, les arabisants au sud, etc. Dans les jungles, bien sûr, des tribus qui existent. C'est hyper, hyper bien. Contrairement à Ward, aussi, il y a quelques races non humaines. Les Céruléens, des gars à la peau bleue, très grands, mais qui sont finalement assez gentils. Enfin, pas tous. Il y a des comme partout, mais il y a des mecs sympas. Oui, c'est vrai que ça c'est le seul, on va dire un peu différenciant par rapport à la Sword and Sorcery classique, c'est qu'effectivement tu peux jouer... Voilà. Et il y a plein de dinos, et ça, ah oui, il y a des ça c'est classe. C'est cool. Non, mais ça c'est trop classe. Moi j'avais un perso dans la campagne, il chevauchait un dinosaure. Parce que c'était un chaman des jungles de Kush qui avait appris à dompter les dinosaures. Il était dresseur et chaman. Et donc, voilà, c'était formidable. Il a mal fini. Mais bon, ça finit souvent mal, les personnages de Sword and Sorcery. Donc, en plus, c'est hyper abordable comme jeu. C'est vrai que la présentation, couverture souple et tout ça, le bouquin est très complet. Vous n'avez pas besoin de beaucoup plus que le bouquin pour vous lancer. À la fin, d'ailleurs, vous avez des aventures. Et les aventures sont hyper sympas. Là, ils ont utilisé Krongar et les plaines de la mort. Alors là, c'est... les nouvelles de Conan, c'est toujours Conan et les clous rouges, Conan et... voilà, enfin... Et on retrouve ça, c'est des aventures hyper rapides, de 2h30 maximum, 3h, vous les jouerez. Mais c'est un peu ces petites nouvelles de Sword and Sorcery typique. Ok, le mec il va à un endroit, c'est pas des histoires incroyablement complexes, il va à un endroit, il se fout dans le pétrin, et on va voir comment il s'en tire. Et c'est souvent ça en fait. Et c'est hyper chouette, parce que ça vous permet de découvrir au début le livre. J'en ai 4 ou 6 des scénarios. Je crois que c'est 6. Ouais, 6, il y en a un paquet. Parce que je sais qu'il y a aussi des idées de... Voilà, les voleurs de Malakut, etc. Et vous avez donc tous ces petits scénarios qui font 5-6 pages. Vous allez à un endroit, là, vous allez infiltrer un repère de voleurs qui veulent faire des sacrifices. Bref, largement de quoi faire. C'est parfait pour initier les joueurs. Les autres scénarios dans les autres bouquins sont plus développés, certainement plus riche, mais le livre de base fournit des pygmées qui montent des éléphants laineux. Des sortes de mammouths, des pygmées montés sur mammouths, c'est formidable. Bref, ils ont tout compris, ces gens-là. Donc, à la fin, il y a même un générateur de scénario qui est plutôt bien foutu. Moi qui m'amuse beaucoup. Quelques tables, mais il y a assez peu de choses, au final. Les armes, c'est très schématisé, et ça marche très bien comme ça, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Bref, c'est un super achat. Ça, c'est des Kalookan aussi, c'est une race, c'est des serviteurs artificiellement créés par magie, ils ont un gros non-œil au milieu. Du coup, ils n'ont pas de bouche, donc ils peuvent pas parler. Ils parlent entre eux par télépathie. Voilà, mais avec des anneaux spécifiques, parce qu'il y a un scénario où tu joues des Kalookan, et je l'ai fait jouer, et c'est génial. C'est dans Chronicle Lumière, je crois. Ouais, j'adore. Je l'ai intégré dans le Dieu voilé à un moment, mais voilà. Bref, c'est un super bouquin. Pour moi, là, le jeu de rôle de... Alors là, par contre, ils ont raison. C'est le jeu de rôle de Sword and Sorcery. Et j'invite tout le monde à y jeter un coup d'œil. Vous avez la carte, là aussi, de la Lémurie. Une carte en couleur. Donc, ensuite, les suppléments. Allez, Guillaume, à toi. Ah non, mais moi, je connais surtout lui parce que... Oui, tu l'as joué. Je l'ai joué. Ouais, on parlera à la fin, celui-là, parce que... En fait, ça marche sous le concept de chronique lémurienne 1, 2 et 3. Chaque chronique lémurienne va donner plus de richesse, plus de matière au monde de la Lémurie, en décrivant des parties spécifiques, ainsi que des scénarios pour accompagner ça. C'est toujours le même concept. Parfois, certains vont donner quelques petites règles en plus, mais assez peu. Il n'y a pas du tout d'inflation de règles comme on a dans les autres jeux. Le même système de base va rester. Donc le premier recueil des chroniques lémuriennes va se concentrer. Alors il est fourni avec l'écran, il est plus disponible pour l'instant, mais je pense qu'il sera certainement redisponible à un moment. Donc, il va fournir le calendrier. Tout simplement, ça c'est utile, c'est simple, mais on peut s'en passer parce que, je veux dire, Conan, je crois qu'il n'y a jamais de date à part la saison qui est donnée, donc on peut très bien vivre sans.
On va avoir ensuite le Khanat, puisque ce premier Chronique lémurienne va se concentrer plus vers le nord, donc les plaines du Khanat, avec les personnages et les peuples qui y vivent, une description des villes, éventuellement des traditions de ces peuples, ainsi que des choses atroces, bien sûr, qui le peuplent. Parce que, bien sûr, que serait une description d'un cadre sans petit bestiaire. Oui. Exactement. Donc avec les morts en peine, les âmes en peine qui hantent le Khanat. Donc ça c'est vraiment très très sympa. Ils ont aussi l'intelligence de rajouter énormément d'accroches de scénario qu'on va pouvoir développer. J'en ai développé quelques-unes moi-même et j'adore. Et après directement, on passe aux aventures. Et ces aventures c'est la majorité du bouquin. Ouais. Du coup. Et les aventures sont super bien faites. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir. Je trouve que dans la création française, en termes littéraires, c'est certainement l'un des jeux qui a le plus de tenue. Oui. On sent que les gens qui écrivent ça ont un style littéraire, ont vraiment une approche qui est riche, et c'est vraiment un plaisir, ne serait-ce que pour lire. Le premier scénario, moi je l'ai adoré. Tu te retrouves dans une île comme ça, et en fait c'est une sorte de petit point de garde, de forteresse de garde, et tu vas te faire envahir par des zombies. Okay. En fait, c'est une sorte de scénario zombie avec des Asiatiques sur une île perdue. Et tu essaies de comprendre ce qui se passe parce qu'il y a un sorcier qui est enfermé dans la cave et il va falloir le déterrer. Et les gens, ils deviennent fous, ils deviennent comme possédés au fur et à mesure. Et c'est une sorte de huis clos complètement dingue. Et c'est génial. Oh, avec la trompette et tout, bien sûr, les éclairs, et, le bordel, le bateau qui se barre. Bref, c'est le bazar, quoi. C'est très jouissif. Donc voilà, on va pas faire tous les scénarios, mais ils sont vraiment très réussis. Et à nouveau, on retrouve ces illustrations extrêmement riches. Ouais. Ça, c'est aussi un peu la force du jeu, c'est que c'est la même équipe qui a bossé sur tout. La mise en page est hyper claire. C'est très facile de mener ces scénarios parce que le moment où les informations importantes, ils vont mettre des petits points là, c'est ce fort de petites bestioles là. Il y a pas ça va à l'essentiel, il n'y a pas d'informations superflues. Non. Et du coup, c'est... Et effectivement, quand ça donne de l'information, c'est de l'information aussi qui va servir dans d'autres scénarios parce que ça développe le cadre du jeu. Donc c'est très très bon scénario. Et à la fin, vous avez le scénario, tout à la fin je crois, où on joue les Kalookan. Et parce que celui-là, c'est trop classe de jouer des Kalookan, ces trucs-là. C'est des grosses brutes. Hein. Ouais, c'est des grosses brutes qui parlent par télépathie. Et voilà, vous allez voir aussi que justement le fait de donner des scénarios un peu plus atypiques, là ils donnent des persos prétirés, c'est le groupe qu'on va jouer, hein, avec le vieux Kalookan, le bourreau Kalookan, tout ça, moi j'adore. Voilà, vous avez les petites feuilles de personnages prétirées pour scénario. Ils vont reprendre le même principe avec un scénario un peu spécifique, un peu spécial dans les Chroniques lémuriennes 3, et c'est très bien. Voilà, donc à la fin vous avez un petit calendrier qui va bien, quelques noms de personnages selon les origines, et ça c'est bien pratique, et voilà, et une carte un peu plus précise de certains de l'endroit qui est couvert par le supplément. Donc un très bon supplément qui vient avec l'écran et la grande carte de Lémurie, et je te laisse maintenant parler du dieu voilé. Alors je sais pas si je vais retrouver sur la carte où ça se passe. Ah si, ça commence là. Ça commence à Satarla. C'est un peu la capitale du monde. Oui. Donc du coup, moi je vais parler en tant que joueur, puisque je ne l'ai pas lu, mais je l'ai joué, cette campagne, pendant le confinement. Exactement. C'était bien, du coup on jouait régulièrement. En ligne, mais on jouait régulièrement. Du coup, c'est une campagne qui se passe à Satarla, donc j'imagine qu'il y a une description de la ville. Oui, et tout à fait. Dedans, tout à fait. Ça va être une vraie campagne, une épopée qui va nous faire parcourir... Ce qu'ils appellent les sagas. Les sagas, qui va nous permettre de parcourir un peu différents endroits de cette jolie carte, où on va devoir aller en quête du dieu voilé. Voilà, c'est ça. Campagne, parce qu'à Satarla, il se passe des choses étranges. Les morts ne restent pas morts. C'est plutôt embêtant. Et on se retrouve embarqué dans cette aventure-là. Alors ce que j'ai trouvé, je ne vais pas trop en dévoiler, mais ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est surtout que c'est une campagne qui va nous faire un peu vivre comme Conan. À tour de rôle, on va être un guerrier, on va être un explorateur, on va être un voleur, on va devoir s'infiltrer dans un culte, il y a plein de choses. Et en même temps, il y a vraiment il y a des petites choses qui sont très malines. On va découvrir des choses, on va trouver à un moment donné... Je
spoil un tout petit peu, mais on va trouver une grande fresque. Et cette fresque, je vous invite, si vous êtes joueur, à bien l'étudier. Oui. Et du coup, petit à petit, on va vraiment avoir la construction de l'intrigue en fonction des lieux qu'on va aller. Ça commence tout en douceur, et puis après, forcément, grande montée en puissance jusqu'à la fin en apothéose. Mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ce côté... J'avais vraiment l'impression d'être et de faire de la sorcellerie. Ouais, on est dans vraiment, Conan, on passe par différentes phases, et ça m'a vraiment donné cette impression-là. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait. En tant que joueur... c'était hyper agréable. Moi qui connais la Sword and Sorcery par les films, alors j'aime pas trop le style de Howard, donc j'ai jamais lu les romans Conan, mais j'ai lu les BD. Ouais, tout à fait. Donc on retrouve vraiment toute cette ambiance-là. En plus, comme les lieux sont très typés, à un moment on va dans le désert. En fait, c'est familier. Tout en étant des paysans. Ouais, je suis d'accord. C'est très très bien construit. Moi, je crois que c'est l'une des campagnes. En fait, on parle souvent des très très grandes campagnes, mais je crois que vraiment, elle s'inscrit dans les grandes campagnes du jeu de rôle. Pourquoi ? Parce qu'elle touche vraiment au thème qu'elle veut restituer, cette Sword and Sorcery. D'abord, elle n'est pas si longue que ça. Non. Et ça, c'est hyper chouette, parce que souvent, les campagnes, t'es parti pour 5 ans. Là, non. En 7 scénarios, globalement... Ouais, je crois que nous, on a joué 1 an. Ouais, c'est ça. Ça dépend à quel rythme. Mais c'est tout à fait... nous, on jouait très régulièrement, genre 2 ou 3 fois par mois. Et ça s'est fait en quelques mois. Hein, donc, c'est pas des scénarios énormes. Même si vous ne comptez pas jouer la campagne, vous allez... être intéressé par Suppléant. Pourquoi ? Parce qu'il va vous donner les règles d'astrologie, parce qu'il y a un astrologue. Tout à fait. Donc ça, c'est hyper sympa aussi. Donc on va retrouver les alchimistes aussi. La description de Satarla, avec la carte de Satarla. J'adore ces cartes. Et ils ont repris aussi, il y en a d'autres dans les chroniques Limuriennes 3, et moi j'adore. Je trouve que c'est hyper chouette. On peut les photocopier et refaire un grand panorama comme ça. Donc Satarla, parce que c'est quand même une ville importante, et il y aura la description de Dalak, la ville au sud, ville arabisante, et de Urseb, une cité un peu au milieu des rocailles avec des choses souterraines que tu vas explorer dans la campagne aussi. Et tout ça va vous servir après aussi, parce que Satarla, les joueurs vont y repasser, Urseb aussi. C'est un peu une sorte de capitale. Voilà, il n'y a pas 10 milliards de cités en Lémurie, hein. Ils sont moins d'une dizaine de grandes cités, et donc c'est des lieux qui vont souvent générer de l'aventure. Et après, on va dans le Dieu voilé, à la 44e page, donc c'est pas non plus monstrueux en termes de nombre de pages, donc il faut pas se laisser intimider. C'est justement, moi je trouve, une très chouette campagne pour, si on n'a jamais vraiment fait de vraies campagnes, comme les accroches sont super bien faites, il y a très peu de chances que les joueurs déraillent ou partent dans des trucs à côté, parce que c'est pas dirigiste, mais c'est suffisamment bien balisé pour que les joueurs n'aient pas envie d'aller ailleurs, parce que on n'est pas perdu. Voilà, c'est toujours assez logique la manière. Mais surtout qu'il y a aussi des. On l'a rencontré lui. Hein. Oui. Oh. oui. C'est les grognards qui font leur truc. Ah, bon, tu l'as vu hein. Ah ouais. Ah, c'est chaud. Hein. Ouais. Non, mais il y a aussi en filigrane qu'on découvre petit à petit certaines intrigues politiques. Tout à fait. Donc en fait, on détricote un peu l'intrigue au fur et à mesure, donc on reste un peu dessus et on suit tout ça. Il y a même un petit ex-crawl là, d'une île qui est assez sympa à jouer, où là justement les joueurs vont pouvoir un peu plus se balader, il y a des rencontres aléatoires, etc. Et puis il y a un petit truc un peu, il y a un petit twist un peu sympa aussi. Ouais, tout à fait. C'est une excellente campagne et je ne saurais que trop chaudement vous la recommander. En plus, effectivement, comme je dis, elle est jouable dans des délais raisonnables. Oui. Et voilà. Et pour le coup, une bonne partie des joueurs étaient novices, donc il n'y a même pas, comme le système de jeu est hyper simple. Bah oui. On s'est tous lancés là-dedans. Ouais, et puis les codes, tu les as vite fait. Le monde, tu as vite l'impression de l'appréhender. Tu n'es pas perdu. Non, quoi. Absolument pas. Tu te dis Satarla, c'est un peu une ville style romaine, gréco-romaine, avec des mecs qui volent dans des bateaux. Oui, des bateaux volants. Ouais. Voilà. Et a priori, il y a la notion de citoyen de Satarla et qui regarde de haut ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est très romain. Hein, donc voilà. Et on en vient au dernier, parce que commence à être longue cette vidéo, mais on se laisse un peu porter
par notre enthousiasme débordant. De toute façon, si vous n'avez pas acheté la gamme après avoir vu cette vidéo, bah, je pense que vous pouvez arrêter de regarder nos vidéos parce que là, on peut plus rien faire. C'est fini. Bref. On revient, et là, on va parler de pirates. Ahoy, pirates, puisque c'est les îles du crâne. Ça, j'adore. Donc, effectivement, moi, pas lu celui-là. La partie piraterie de Conan... La partie piraterie de Conan est quand même un élément assez important de sa vie. Et là, on va pouvoir explorer un peu les archipels, les zones où il y a des confréries de pirates dans ces îles. Les seigneurs des mers, comme on les appelle, ainsi que des mecs dans la jungle, parce que, bien sûr, est passablement cannibale. Donc, très très bien. Ça donne plein d'idées de scénarios. Moi, je trouve ça hyper kiffant. On retrouve un Khal-Khan, et s'il y a des Khal-Khan, moi, je suis heureux. Donc, on a plein de personnages ou en couleur pour un peu mettre en scène. Et je pense qu'il y a des dizaines d'aventures. Il y a une campagne Conan pour le jeu de rôle de Modifus qui est plutôt bien fait, qui s'appelle Sur des vagues écarlates, et qu'on peut facilement transposer. Moi, j'ai transposé pas mal de scénarios de Conan dans la Lémurie. C'est très facile, vu que les codes sont un peu les mêmes, et on change quelques noms de lieux, et on refait les caractéristiques des adversaires, mais comme le système de Barbarian est assez simple à faire, ça prend pas les plombes. Donc si un jour vous avez l'occasion de trouver, maintenant en plus que la gamme est un peu arrêtée, ou changement de licence, ça s'achète pour pas très cher d'occasion. C'est voilà. On a aussi Barsoul, qui est une autre des grandes villes, de l'autre côté de la baie de Satarla, avec à nouveau ces mêmes plans que moi j'adore, et qui est une cité un peu corrompue, hein, je dirais quand même. Ça pue du derche, quoi. Mais c'est très bien, ça donne plein d'idées d'aventure, et on y fume la mouche. C'est une sorte de drogue que les mecs, ils adorent là-bas. Donc ça fume de la mouche. Donc tu peux y aller fumer de la mouche. Il y a les druides pourpres. Ça, c'est une super idée de Barbarian. En fait, il y a des ordres de druides. Les druides jaunes, les druides pourpres, les druides gris, etc., qui ont différents... et qui sont des grands cultes. Pour certains... vaguement supportable, pour d'autres carrément glaucos, quoi. Et les druides pourpres font partie de la catégorie glaucos, puisqu'ils adorent le sang et le verser. Donc ils ont effectivement des guerriers décents, tu vois. Donc ils en mettent plein la tronche, et voilà... Ça va être mis en scène dans les scénarios, l'horreur dans la pierre, ça c'est très Conan, Howard. Donc voilà, toute une série de scénarios, on va passer dessus rapidement, mais c'est la même recette hyper efficace. Et à la fin, vous avez un scénario pour un joueur et un MJ. Alors c'est rigolo parce qu'ils l'ont illustré avec des animaux anthropomorphes, alors que c'est pas du tout le cas. Mais j'ai l'impression que c'est une sorte d'appel du pied d'Emmanuel Roudier à dire « Faites-moi faire un jeu de rôle d'animaux anthropomorphes ». Donc... par pitié, rendez-lui service, parce que c'est très joli ce qu'il dessine. On peut imaginer un jeu entièrement illustré par ses soins dans ce style. Ça serait trop mimi. Donc voilà, hein, l'appel est lancé. Éditeur, sachez que... après, ils vont m'en vouloir si c'est des conneries, en fait. C'est juste un délire qui s'est tapé. Bref. Donc c'est un très chouette scénario pour un joueur MJ. Et qui va clore cet ouvrage avec à nouveau 4 scénarios, ainsi que du background. Un très bon supplément qui, à l'image, à l'aune de la gamme, va fournir du background et des scénarios prêts à jouer. Voilà. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre un prochain supplément, du coup. Ouais, alors, ils prennent leur temps. Oui. Mais parce que la qualité, ça prend du temps. Soyons clairs, Monsieur Roudier a certainement d'autres choses aussi, plein de projets. Les tests aussi, les exactement, et ça sent. Moi, je suis prêt à attendre 2 ou 3 ans entre chaque supplément pour avoir des suppléments de cette qualité. Donc, prenez votre temps, n'arrêtez pas là. Chronique Lémurienne 4, ça pourrait être de nouveau une campagne. Moi, je serais pas contre. Moi, je serais pas contre. Alors, ça donne beaucoup de travail, mais comme c'est pas nous qui travaillons, eh ben, on peut le demander, hein, parce que voilà, hein, on est. Hein. Mais donc voilà. Franchement, supportez cette gamme, je peux que vous y encourager. Moi, c'est l'un de mes jeux de cœur. C'est mon jeu de Sword and Sorcery sur une thématique que moi j'adore. Vraiment, voilà, je crois qu'on a tout dit. Notre enthousiasme a parlé. Hein. Ouais. Non, c'est vraiment un super jeu avec une prise en main facile. On peut vite, même sur le pouce, se lancer dans un truc. Tout à fait. C'est hyper simple. Et ça évite de dépenser les 1000 et 100 de vendre un rein, de devoir lire le bouquin de 400 pages, dont 328 sur l'écologie du système bactrien de la jungle, de machin. Bref, on va directement
dans ce qui est jouable, on fournit de la matière qui est destinée à être restituée sur la table sans se perdre en détails inutiles. Et moi, ça c'est ce que aujourd'hui j'attends d'un jeu de rôle, et il le fournit parfaitement. Totalement. Bon voilà, je pense très bien. On a suffisamment parlé. Donc achetez-le. Voilà, c'est... Jouez-y surtout. Ouais, et jouez-y. Ouais, faites-le jouer parce que vous allez vous marrer, c'est trop chouette. Ouais, clairement. Et puis on va vous dire à bientôt pour une autre vidéo.